Bonjour à tous, brigands et brigandes, voyous et voyelles, et mécaniciens et mécaniciennes, et bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Et aujourd'hui, pourquoi je fais une intro spéciale? Parce qu'on a du nouveau matériel. On a du nouveau matériel, les gars, et aujourd'hui, je suis à nouveau avec Clément, qui est là, Salut à tous. Mika Bonjour à tous. et Jeff. Salut. Voilà les gars, les fidèles au poste, merci de votre venue pour un nouvel enregistrement. Donc aujourd'hui, une fois de plus, on va aborder des sujets que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas, sauf celui qui les a Oui. réunis, donc à savoir Jeff en l'occurrence aujourd'hui. Donc pour vous faire une petite actu, donc pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, pensez que la mécanique de la vie est une espèce de grand puzzle. Si vous écoutez qu'un podcast, peut-être ça vous plaira, mais en fait l'intérêt, il est vraiment dans l'ensemble du contenu. Donc essayez de reprendre le contenu déjà existant parce qu'il y a un gros décalage en matière de vue en fonction des vidéos et des podcasts. Donc essayez de reprendre l'ensemble du contenu pour pouvoir assembler le puzzle de votre côté et voir que les choses coïncident plus que ce qu'elles en ont l'air. Voilà. Alors que si vous prenez le trait en marche, ça sera probablement manquant. Donc ça, c'est la première chose. Je vous rappelle que pour suivre l'actu, c'est plutôt sur Instagram au quotidien, qui sert principalement à dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été publié, quand est-ce qu'il y a un live à venir, voilà. Et après, vous l'avez sur YouTube également et sur les différentes plateformes de podcast. Voilà. Pensez à liker, à nous soutenir, à commenter, même quand c'est un podcast, parce que ça permet de faire boule de neige et de continuer une petite croissance qui permet d'aller à la rencontre de potentiels intéressés. Voilà. Et merci à tous une fois de plus de nous suivre, de votre participation, de votre fidélité. Et je crois que je n'ai rien oublié, bien que je ne sois pas trop fait pour faire de la narration et des contes. Voilà. Et en plus, comme on a alors là, on a tous un micro à nous. Si vous voyez, c'est beau en fait. Moi, je trouve ça très beau. Et on a une nouvelle platine que nous n'avions pas précédemment. Alors peut-être si vous voyez quelques sons être introduits. Alors là, on démarre, donc je pense qu'on va y aller mollo avec ça, parce que c'est compliqué de tout maîtriser. Mais l'enfant que je suis a une profonde envie d'appuyer sur tous les boutons. C'est coloré, vraiment, c'est coloré. En plus, il y a des couleurs de partout, c'est génial. ça peut être franchement marrant. Voilà, il y a des choses incroyables quand vous faites une mauvaise vanne, vous pouvez appuyer et tutti quanti. Bon, attendez. No spoil, no spoil. Je ne peux pas résister, je suis beaucoup trop fragile. Je vais au moins le tester. Voilà. Clément, est-ce que t'as pas une blague, un truc à... Une blague, alors, ah oui, une vanne toute pourrie. Ouais, voilà, parce que normalement, c'est le spécialiste, si vous voulez. Donc, bon, je vous rappelle que vous êtes sur une chaîne de philosophie, ceux qui nous rejoindraient. Voilà, mais bon, la vie étant absurde, on se doit de temps en temps de l'être aussi. Donc là, on se fait le plaisir enfantin que de tester le nouveau joujou, donc, et d'appuyer sur ces boutons. Donc Clément sert l'enfant que je suis, et donc si tu veux bien contribuer avec une Là, blague c'est dégueulasse. vraiment une vanne à laquelle je n'ai pas pensé avant. D'accord. C'est quoi le point commun entre un bulldog français et le sphinx d'Égypte? Je sais pas. La taille du nez. Ouais, d'accord, je cherche encore. Bon, mais c'était infect, ça remplit parfaitement sa fonction. Parfait, Et comme Clément, merci. Si vous avez besoin d'aide, pas de tu problème. je le remets suis là, deux fois. tu régales. Parce que Ça méritait. Clément, il faut savoir que Clément ne souffre pas du ridicule. Clément est quelqu'un qui dans le ridicule. Je pense que si Brise de Nice aimait la vague de Nice, ben en fait le ridicule surfe vraiment sur Clément. Voilà, c'est tout lui glisse par-dessus à ce sujet. Bon, les amis, 4 minutes à dire rien. Donc maintenant, nous allons être un tout petit peu plus sérieux et rentrer dans le vif du sujet. Je ne pouvais m'empêcher. D'ailleurs, je rappuie, je suis obligé. Attendez, je vous envoie. Alors, on est du Sud, notre accent du Sud de la France. On atteste notre accent. Donc, je ne peux m'empêcher de taquiner certains qui n'ont pas le privilège de cette région, bien que vous avez d'autres contributions, évidemment, qui sont amenées par la région où vous êtes. Donc, je vous mets une sorte de criquet local. Alors, celui-là, il n'est pas trop de chez nous. Mais quand même. J'aime bien. Faudrait trouver le bruit des cigales. Ouais, peut-être on vous trouvera le bruit des cigales. Alors, je vous la refais. Bienvenue dans le sud de la France et nous allons démarrer ce podcast de philosophie tous ensemble. Bon, voilà. Allez, nous allons démarrer maintenant. Tu sais, t'as l'impression que tu pourrais raconter tout ce que tu veux de plus sérieux. Personne te Ouais, prendra au sérieux avec ça. je discrédite. Laisse tomber. Bon, allez, lançons-nous les amis, avec Jeff et un peu plus de sérieux, bien que je ne suis pas pour trop de sérieux non plus.
Bon, allez, on a passé la phase de l'enfant, maintenant on passe à l'adulte. On va essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Aujourd'hui, je vais t'amener sur un sujet qui nous tient tous à cœur, pardon. C'est celui de l'injustice, de son sentiment, de la justice humaine et divine. Donc j'aimerais, comme tout un chacun, on a à vivre pas mal d'étapes, pas mal de points dans notre vie en rapport avec l'injustice. J'aimerais que tu nous dises si c'est une bonne chose ou pas, que d'essayer de se défendre de chaque injustice ou non, dans un premier temps. Alors, c'est un sujet qui est très compliqué. Il aurait mérité certainement de la préparation, chose que nous ne faisons pas. Mais on va quand même essayer de le traiter à peu près convenablement. N'hésitez pas, vous trois, à rebondir dessus parce qu'il est tellement vaste. Alors, l'injustice, d'abord, il faut essayer de définir ce que c'est. Le problème aujourd'hui, d'ores et déjà, celle qui va nous concerner, c'est un sentiment, d'accord? Un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on a le sentiment que c'est injuste que ça l'est foncièrement. Ça veut dire que si on érige notre sentiment, notre sensation, notre émotion au-dessus de tout, eh ben, ça veut dire que l'émotion devient la garante et devient celle qui valide ce qui est injuste de ce qui ne l'est pas. Et là, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la justice dans l'injustice au sens émotionnel. Voilà. Et on n'est plus dans la justice au sens rationnel. Donc, le gros problème, c'est que je pense qu'on ne peut pas traiter la justice de manière émotionnelle. Donc ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que chaque sujet qui toucherait à ce qu'on considère être la justice ou l'injustice devrait être traité sans émotion. Obligatoirement, parce que sinon, c'est notre conditionnement, ce que nous avons appris, nos espoirs, notre famille, notre société, la civilisation dans laquelle on vit, qui nous fait épouser ce qui est juste de ce qui est injuste. Je rappelle à tous, en atteste l'époque où nous vivons, énormément de choses que nous faisons aujourd'hui, il y a 50 ans, étaient littéralement impossibles. Vous pouvez penser à tous les points politiques que vous voulez. Les mœurs que nous avons aujourd'hui, par exemple, en sont l'exemple. Ça aurait été profondément injuste et très malvenu il y a quelques années d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le conditionnement qui influe le baromètre de ce que nous pensons juste et injuste. Voilà. Et nos sentiments émotionnels conditionnés et souvent amenés par la société. Bon, voilà. Donc, pour moi, je pense, si on veut traiter correctement la notion de justice, il faut la traiter de manière rationnelle et non émotionnelle. Et donc, à partir de là, chaque sujet doit être traité de la même manière. Parce que les apparences sont souvent trompeuses. Et la justice, en fait, l'injustice d'aujourd'hui est peut-être le rééquilibrage de l'injustice d'hier. Ce que je veux dire, c'est que des fois, nous allons avoir des apparences qui nous semblent injustes, mais on ne sait pas qu'en fait, cette nouvelle injustice vient rééquilibrer une injustice commise ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que considérons qu'une injustice proportionnée soit moins, donc il y a une dette dans l'univers parce qu'il y a une injustice quelque part qui est moins, elle est inscrite quelque part dans l'univers, et donc une autre personne vit une autre injustice, ils ne le savent pas mais ils sont liés, donc moins plus 1, ça fait 0. L'univers devant se rééquilibrer, l'injustice d'hier est peut-être la justice d'aujourd'hui. Je rappelle que dans la mécanique de la vie, seul le nôtre est positif. Et pour ceux qui viendraient à nous rejoindre, pourquoi on dit ça? Eh bien simplement parce que l'univers, la planète, le système solaire, la biologie ne résonnent pas en plus et en moins, elles résonnent en équilibre. Ça veut dire qu'en fait, trop de plus égale moins, trop de moins égale plus. Hein. Trop de soleil, comme d'habitude je dis, pas de vie, trop de pluie, pas de vie. Donc le neutre est la rencontre de deux extrêmes qui permet la vie. Donc seul le neutre est positif. Donc les justices d'aujourd'hui et peut-être le rééquilibrage d'hier. Et pour moi, ce précepte, c'est déjà celui qui nous permet de rentrer directement. Et là, après, on peut aborder beaucoup plus point par point. Qu'est-ce qui serait injuste et qu'est-ce qui serait juste? Le problème, les amis, c'est que si on aborde trop ce sujet, on va marcher sur des œufs très rapidement parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Parce qu'on est dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Mais s'il y a 2-3 trucs, on le traitera malgré tout. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient derrière? Donc là, c'était juste pour faire une introduction là-dessus. Ben moi, j'aime bien la notion que tu mets du... comment te dire en gros, pour traduire la pensée que tu nous as exprimée, le coupable d'aujourd'hui peut être la victime d'hier ou de demain.
C'est tout à fait probable, surtout si vous voulez, du moment que vous avez une considération relativement épigénétique des choses. J'entends par là que on l'aborde régulièrement, on ne n'est pas neuf puisque vous venez avec le génome et les dettes donc, du coup, de vos ancêtres. On atteste l'épigénétique. Donc ça veut dire que si on récupère les traumatismes et les marqueurs souffrances de nos ancêtres, ça veut dire que nous sommes liés à ce qui a été douloureux pour eux. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous récupérons leurs dettes obligatoirement. Et donc ce qui est une dette ici doit être un crédit ailleurs. C'est extrêmement probable, même si on vulgarise quelque chose, c'est extrêmement probable. À partir de là, notre sentiment d'injustice, qui est une forme émotionnelle, si on s'extrait de ça et qu'on rentre dans une forme complètement froide et rationnelle, le déséquilibre d'hier doit être le rééquilibrage d'aujourd'hui. Donc si vous êtes lié à la dette et à l'humiliation, par exemple, qu'a subi votre grand-père ou votre grand-mère ou votre mère, eh bien, peut-être que vous humilierez parce que vous portez la contraction de ça. Parce que le bourreau pourrait devenir la victime. Voilà, et inversement. Sans parler forcément de ça, qui discréditerait absolument tout le monde. La question, c'est surtout de se dire que c'est possible, c'est-à-dire rééquilibrer ce champ des possibles pour comprendre que comme nous ne sommes pas neufs, il y a certaines choses qui nous échappent et qui sont les marqueurs de nos prédécesseurs. Et donc, parfois, ce qui m'arrive va résonner en injustice parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais je n'ai pas rien fait parce que je suis lié à des dettes transgénérationnelles, si vous voulez, et vécues. Il y a un autre point, c'est que la forme négative que va prendre notre sentiment ou notre vue injuste sur quelque chose, l'idéal, ce serait de s'extraire de ça et de ne plus le voir ainsi. Il faudrait le regarder tel qu'une faveur, douloureuse j'entends, pour évoluer. Parce que notre injustice ou notre difficulté d'aujourd'hui nous permet d'être une épreuve pour nous rendre plus forts. Alors même si c'est un peu du littéral spirituel philosophique qu'on entend un peu partout, c'est quand même l'idée dans laquelle il faudrait rester. Parce que si ce qu'on va considérer être injuste, nous arrivons à l'aborder convenablement et que derrière, ça nous permet de nous élever, de comprendre la vie sous d'autres aspects qu'on n'avait pas envisagés, et bien, au final, dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera? Un très bon investissement, en vérité. C'est comme quand vous allez vider votre LEP ou votre livret A et créer votre entreprise. Là, tout de suite, effectivement, vous vous retrouvez sans rien, vous ne gagnez pas d'argent, vous ne savez pas où vous allez. Mais c'est à ce prix qu'est l'investissement. C'est pour que ça paye demain. Et donc, la vie est la même chose et c'est le regard qu'il faudrait porter à ce que nous pensons parfois être juste et injuste. Bon. Évidemment, ce sujet, il est immense. Maintenant, la bonne façon, à mon sens, de l'aborder, là, c'était juste pour ouvrir le champ des possibles. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Libre à vous de penser ce que vous voulez, mais regardez dans le monde d'épigénétique, parce que je m'aperçois que beaucoup écoutent la mécanique de la vie, mais n'ayez pas peur de regarder les travaux qui ont été faits à ce sujet, indépendamment. Moi, je ne vais pas traiter de ces travaux-là. Ce n'est pas mon taf du tout. Moi, j'ai passé 4 ans dessus à l'observer dans la vie des gens. Donc, j'en suis suffisamment convaincu. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas plus en détail. Donc, libre à vous de faire les recherches. Mais l'intérêt, c'est de comprendre que le hasard n'existant pas, tout est toujours à sa place et que si nous vivons une injustice, c'est pour nous éprouver. Nous éprouver pourquoi? Pour nous faire comprendre une dimension supérieure, pour nous faire comprendre qui nous sommes, pour comprendre comment fonctionne la vie, d'où viennent les choses. Et voilà. Et voilà. Alors, je me permets de te poser la question. Donc, du coup, une personne qui serait face à une injustice aurait donc tout à gagner à avoir de la considération pour cette injustice-là, de l'humilité, et qu'en fait, au lieu de s'y responsabiliser face à ce qui lui semble être beaucoup plus grand qu'elle, justement, se demander l'action qu'elle peut mener pour elle-même face à cette Oui, injustice. en fait, la question, elle est très simple. Le hasard n'existe pas, pourquoi t'as attiré ça? En vérité, la chose, elle est aussi simple. Vous mettez 10 personnes qui font la même chose, d'accord, on l'a vu à bien des cas. Vous mettez un virus quelconque dans la nature, vous mettez 10 personnes, les 10 ne vont pas forcément l'attraper. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a une dimension de terrain favorable chez les humains. Et donc le terrain favorable, il s'inscrit dans une réalité plus grande. On parle à milliards d'informations là. Et donc à un moment donné, si nous on contracte tel virus, donc si on contracte telle injustice, telle émotion, telle trahison, telle violence, etc., c'est qu'à un moment donné, on a
avez une inscription, l'univers fonctionnant en résonance, vous attirez ce que vous avez besoin de travailler en vérité. Donc à partir de là, se dire c'est injuste, oui, si demain ça m'arrive, je vais aussi dire que j'aurai la sensation que c'est injuste. Mais en fait, ensuite, je vais prendre de la hauteur et je vais réfléchir de manière beaucoup plus philosophique, si vous voulez, à la situation. Et donc là, quand vous prenez de la hauteur, vous dites pourquoi je l'ai attiré, là, vous rentrez dans une dimension beaucoup plus grande qui vous permet de réouvrir le champ des possibles et de comprendre les raisons pour lesquelles vous l'avez vécu. Et surtout, l'intérêt de faire ça, c'est que si vous dites c'est injuste, vous vous conformez et vous vous arrêtez dans ce qui vous est arrivé. Et en fait, vous ne désinscrivez pas ce qui est inscrit en vous. Ça veut dire que si ça vous est arrivé et que ça ne vous a pas permis de prendre la leçon, ben la leçon risque de vous être représentée à un autre moment, même si c'est dans 3 ans. Un élève qui a eu 5 à la dictée, si on lui refait faire la même et qu'il a encore 6, ben il n'est pas prêt d'arrêter de la refaire, si vous voulez. Donc c'est la même chose. Donc l'idée, c'est de prendre la mesure de la leçon pour que justement on puisse avancer et aller plus haut, plus loin et comprendre ce qu'elle va comprendre. Parce que derrière tout événement, il y a une leçon. C'est ce qu'il faut comprendre. Du moment que vous considérez qu'à la 50e de décimale, l'univers ne joue pas au dé, et que tout est à sa place, ça veut dire que tout ce que nous attirons a un intérêt. Donc faut-il ensuite le comprendre. Même si nous ne le comprenons pas, on ne peut pas avoir la prétention de se dire j'ai compris pourquoi, mais on peut avoir la prétention de se dire c'est probablement pour cette raison que, et donc à partir de là, ça me permet de traiter qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir ne plus rencontrer cette problématique, quoi. Ok. On en revient toujours à cette notion de traiter l'émotion comme une information au final. Et en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est pas pourquoi cette injustice existe-t-elle, mais pourquoi suis-je moi confronté à cette injustice. Et je vais te prendre un exemple concret je pense que ce sera une bonne idée que tu puisses développer là-dessus. Je prends un exemple, un conducteur qui a pris différents produits, qui a bu de l'alcool et tout, prend sa voiture, il va peut-être croiser, 25 voitures, et à un moment, il va en encastrer une. La conductrice va se retrouver tétraplégique ou paraplégique. Donc, quelque part, c'est injuste pour elle, mais tu vois ce que je veux te dire ? Il n'a pas percuté les 25 voitures avant. Il a percuté celle-ci. Tout à fait. Alors, sur le papier, c'est un fait que c'est cruel, oui, mais en général, quand vous regardez aux gens auxquels ça arrive, si vous regardez dans la ligne générationnelle, c'est-à-dire chez les ancêtres, vous verrez que le trauma est inscrit. Très souvent, voilà. Et que les traumas accidentels sont inscrits souvent dans les gens à qui ça arrive, voilà. Et après, ça sert des paradigmes plus grands, mais là, ça serait long parce que le problème, comprenez, c'est un peu l'effet papillon, c'est l'effet domino. Vous touchez quelque chose à un endroit et c'est un mouvement en chaîne. Parce que s'il faut, je vous dis n'importe quoi, un monsieur se fait tamponner très injustement par quelqu'un qui est picolé au volant, surfons sur l'exemple de Mika. Bon. Mais en fait, l'épreuve, rationnellement, vous allez dire l'épreuve, elle est pour lui parce qu'en fait, il fait 2 ans en chaise roulante, il ne peut plus travailler, il perd sa ferme parce que c'est un agriculteur, j'en sais fichtrement rien. Vous voyez l'idée ? Mais en fait, l'épreuve, dans l'absolu, elle n'est pas pour lui, elle est pour sa fille et sa femme, et notamment, par exemple, sa fille, on va dire, qui, elle, avait, j'en sais rien, 20 ans à l'époque, et qui, pendant 2 ans, en fait, va sacrifier ses études pour s'occuper de son père, de son quotidien, de l'amener de la droite, etc. Et donc, le problème, des fois, c'est que l'inscription que vous croyez être et l'épreuve que vous croyez être pour un individu est en fait dans une résonance beaucoup plus large. Et elle, par exemple, elle était en couple, elle bousillera sa relation, et donc en fait, elle sera dans la nostalgie éternelle de la vie qu'elle n'a pas vécue, et elle aura vécu de manière sacrificielle. C'est-à-dire que des fois, les choses arrivent dans cet effet papillon, parce que souvent, je pense que nous sommes reliés. Donc, c'est-à-dire que l'âme collective vient tirer son karma, et donc c'est un mouvement en chaîne. C'est-à-dire que lui a eu cet accident pour faire travailler le sacrificiel de sa fille et voir jusqu'où elle va aller, en fait, pour faire ça. Voilà, en s'oubliant totalement. Vous voyez ? Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous ouvrir le champ des possibles et à quel point ce que vous pensez être un karma individuel est très probablement erroné parce que vous ne trouverez pas la raison directement, vous la trouverez collectivement. Et quand vous allez voir que collectivement, ce qui arrive à certains sert le paradigme global, ben en fait, là, vous comprenez en fait pourquoi certaines choses arrivent. Et vous le voyez, vous pouvez l'appliquer dans tout. C'est-à-dire qu'une civilisation ne ressemble pas à une autre parce qu'elle présente des spécificités différentes. Donc, ce qui se passe, les horreurs qui se passent là-bas servent un paradigme qui est différent. Et s'il faut, les horreurs qui se passent à un endroit servent à ce que d'autres qui sont à l'autre bout de la planète et qui en ont rien à foutre parce que c'est comme ça, je vais éviter les gros mots, soient éprouvés. Parce que, par exemple, quand vous voyez le monde occidental qui continue de faire style que nous sommes les gentils, alors qu'il y a 9 millions de morts de la fin d'Allemagne, 3 de plus, de la soif, si ma mémoire est bonne,
et que on a des milliers de milliards d'évasions fiscales, ça pose un gros problème de conscience. On ne peut plus croire que nous sommes les gentils. Vous voyez ? Et donc, le monde s'inscrit dans cette dynamique. Donc, peut-être que certains à l'autre bout de la planète sont sacrifiés pour éprouver d'autres qui sont complètement de l'autre côté. Parce que vous ne savez pas, mais vous êtes relié à celui que vous en avez rien à foutre qui sèche au soleil. Voilà. Et moi aussi, évidemment. Voilà. Donc, le paradigme, il s'inscrit dans une confrontation collective, vraiment. Et bon, là-dessus, je préfère rester évasif pour diverses raisons, mais c'est pour vous ouvrir le champ des possibles, parce que le problème, c'est que n'oubliez jamais, je le dis souvent, sortez par un ciel étoilé d'été, n'oubliez pas à quel point vous êtes petit. La science vous dit qu'entre deux choses, il y a toujours quelque chose. Tout est relié sur Terre. Sortez et sortons de notre paradigme, sortons de notre roue du hamster. Le monde est infiniment plus grand. Nous l'oublions, nous nous réenfermons dans notre quotidien, dans notre routine et dans nos problèmes, sans comprendre qu'il y a des paradigmes infiniment plus grands que nous et qui servent en fait le jeu. Le jeu qui est la vie et l'expérimentation de cette dernière. Donc vraiment, et c'est pour ça des fois aussi qu'il va y avoir des deuils, qu'il va y avoir des catastrophes autour de certains sans les comprendre. Parce qu'en fait, l'humain a besoin de catastrophes pour relativiser sa vie, pour comprendre ce qu'il est vraiment venu faire sur Terre. Quand on casse les bonbons parce qu'on se fait emmerder par un collègue pour rien, et en fait, après, vous allez perdre un autre collègue, et là, tout d'un coup, vous allez dire, mais attendez, pourquoi je me prends la tête, en fait ? Pourquoi j'ai peur de quitter mon taf ? Pourquoi je me prends la tête avec ça ? Mais le problème, c'est que nous, les Occidentaux, ça dure 48 heures. Et au bout de 48 heures, je redeviens le même caramel qui a peur de tout parce qu'il est incapable de relativiser ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc on est obligé, c'est le défibrillateur pour nous réveiller, il faut mettre des catastrophes. Parce que l'humain, il fait rien sinon. Donc des fois, on les met à lui directement quand il traîne trop, et des fois, certains servent le jeu et sacrifient dans l'intérêt global du jeu d'être le défibrillateur, le grand réveil de tout le monde. Voilà. Et là, les amis, c'est le moment où je vais utiliser un truc que j'adore, une nouvelle fonction. Si vous n'entendez pas ce que je vous dis, ah là je suis obligé de m'amuser les amis, franchement le mégaphone, je passerai par quelqu'un d'autre pour te le dire. Bon, j'ai aucune idée du rendu que ça fera parce que je m'entends pas. Mais je pense que voilà, ça vous aura réveillé au pire pour entendre cette phrase. Mais je pense qu'à l'enregistrement, je vais me dire que j'ai vraiment fait une connerie que de le faire. Mais je voulais m'amuser. Donc, je fais ce que je veux. C'est moi qui ai la platine. Le jour où on aura un ingénieur du son, il me canalisera. C'est moi qui ai la platine. J'ai 8 ans, je veux faire mes mieux. Et, Voilà. et ce qui est intéressant, du coup, dans l'exemple que tu as cité, c'est que la personne accidentée donc, serait dans un état d'être de fonction. Le mec qui l'a percuté est aussi un être de fonction. Et on peut continuer ainsi de suite, parce que lui, pourquoi il s'est mis une race extraordinaire avant de prendre le volant, c'est qu'il doit y avoir du malheur, etc. Enfin, je veux dire, tu peux remonter la chaîne, en fait, c'est un métier à tisser. Dès que tu touches un fil, ça en fait vibrer une infinité, si on va par là. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que d'habitude, j'essaye de pas trop rentrer là-dedans, mais bon, on y est, on va le faire vraiment en demi-mesure. Ce que veut dire Michael, pour ceux qui nous rejoindraient ou ceux qui n'auraient pas assimilé ou projeté ce que est la traduction de fonction et évolution, c'est qu'il y a des moments où en fait nous sommes dans une espèce de, je crois qu'on appelle ça destinée manifeste, c'est-à-dire qu'en fait c'est le destin inscrit. Auquel on ne peut pas échapper. Il se passe quelque chose et en fait ce quelque chose est notre inscription subtile de ce que nous devons vivre. Voilà. Donc ce qui veut dire par là, c'était que l'accident était inévitable. Il était inscrit, alors soit directement pour que cette personne le vive, auquel cas ça lui permet malgré tout, cet accident lui permet à lui derrière d'évoluer, de continuer à cheminer dans son existence. Mais des fois là où ce que veut dire Michael, c'est qu'il va être dans la fonction, c'est-à-dire qu'à lui ça ne va pas réellement lui servir directement, ça ne servira pas son évolution, mais ça servira ceux ou une ou deux personnes qui l'entourent. Voilà. Mika, tu es un coquin. Si je savais sur quel bouton appuyer pour te sommer. Ouais, le coup de fouet. Oh, il me faut le coup de fouet. Je vais le télécharger. on le Je veux le rajoutera. coup de fouet. Mika, le coup de fouet, là, tu l'avais vraiment mérité. Mais j'ai rien d'autre. Ok. Bon, donc du coup, l'injustice est au service de l'individu ou des individus et il ne faut pas avoir peur d'investir de l'énergie, du temps et essayer de comprendre un petit peu ces événements qui peuvent paraître douloureux et qu'on veut éviter et qu'il faudrait peut-être pas qu'on évite toujours. Quoi. Interdisez-vous, moi je pense, interdisez-vous de penser que le hasard existe. C'est la meilleure chose. Voilà. Vous serez jamais la vérité. On n'est pas là on n'est pas là pour découvrir la vérité. On est là pour découvrir la vérité la plus probable. Voilà.
donc ce n'est pas la vérité, mais c'est celle qui est la plus probable. La vie est une découverte, soyez des chercheurs, c'est tout l'intérêt. Donc surtout, ne vous cantonnez pas aux raccourcis, d'accord. On n'a jamais trouvé de grandes solutions à ce qui se passait à la vie des hommes. L'humain reste bourré de questionnements. Les grandes questions qui animent les civilisations et les humains depuis des millénaires ne sont pas résolues. Ou en tout cas, elles l'ont peut-être été pour certains, mais elles l'ont jamais été de manière générale. Donc ça veut dire que la solution n'est pas facile, obligatoirement. Donc ne vous cantonnez pas à des raccourcis, puisque personne n'y a jamais trouvé solution. Donc pensez bien que s'il y a une solution, elle est complexe. Dans tous les cas, un monde où l'humain est infiniment si petit, mais en même temps animé d'une certaine capacité à la conscience ou à la réflexion, ce que je veux dire, c'est le triard que je dirais jusqu'à la fin de ma vie, que je serai en dessous de la réalité d'informations qui circulent, fait que le monde est d'une complexité et d'une finesse absolue. Donc on ne peut pas comprendre des paradigmes complexes en ayant un esprit qui tire des raccourcis et qui s'inscrit dans de l'opinion collective. Parce que ça aussi, c'est un message que j'oublie de dire. Les gens on ne se rend pas compte à quel point nous n'avons pas une opinion singulière. Moi, je m'en suis aperçu pendant des années et des années. Les gens, souvent, opposent des choses, mais comme nous ne sommes plus dans l'autodécouverte, nous ne sommes plus dans le débat, nous ne confrontons plus ce que nous pensons avoir un avis singulier ou une objection grandiose. C'est vraiment alarmant parce que c'est tellement déconnecté de la réalité. Là, vous avez 9 personnes sur 10, même beaucoup plus que ça en vérité, il faudrait plutôt faire un ratio sur 100 pour que je sois juste, qui racontent les mêmes choses. Voilà. Parce que ils ne le savent pas eux-mêmes, ils pensent avoir une opinion singulière, mais le problème c'est que comme nous sommes dans une société qui est complètement généralisée, abreuvée par un discours dominant, par que ce soit Hollywood, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit l'information, que ce soit l'opinion qui est généralisée lui-même en fait. Parce que même si vous n'écoutez pas tout ça, tous les autres l'écoutent. Donc, quand vous leur parlez, ils vous répètent la même chose. Donc, en fait, vous finissez par penser comme le troupeau sans le faire exprès. Et donc, ça, c'est une grosse problématique qu'il y a aujourd'hui. Parce que moi, des fois, des gens écrivent. Alors, honnêtement, les auditeurs mécaniques de la vie, je vous assure, je le dis, c'est pas pour vous brosser, mais on a vraiment affaire à des gens qui assurent. Vous arrivez vraiment avec une humilité, une curiosité qui est génialissime. Mais de temps en temps, une exception existe, bien sûr. Et ils me sortent des objections. Vraiment, c'est des objections que j'ai rencontrées quand j'avais 17 ans. Quoi. Et ils pensent qu'il a démantelé un grand ensemble. Voilà. Ce qui est vraiment aberrant. Et c'est faussement humble parce qu'il devrait confronter. Il devrait confronter ces opinions-là à d'autres personnes avant de les ériger en vérité contradictoire auprès des autres. Quoi. Mais moi, je trouve que c'est drôle ce que tu as dit juste avant, avec l'exemple de que tout le monde donne son avis, tout le monde a une opinion sur tout et n'importe quoi, peu importe sa spécialité. Je trouve ça drôle parce qu'en fait, ça puise exactement son énergie dans une forme d'injustice que l'on n'accepte pas. C'est-à-dire que moi, je suis pas calé pour parler de tout et n'importe quoi, donc je préfère fermer ma bouche, mais on utilise l'injustice pour faire dire aux gens « Non, mais ce serait injuste que tu donnes pas ton avis, tu vois, ton opinion. Ouais. » C'est parce que, oui, tout à fait, ce qu'il dit, évidemment, mais parce qu'on a créé ce monde-là. C'est le monde, en fait, des réseaux, de la surcommunication. On est surreliés entre nous. On est enfin, tout est exacerbé. À la base, tout le monde n'a pas la légitimité de s'exprimer publiquement et il ne peut pas faire valoir ses émotions auprès de la société. C'est une nouveauté, en fait, dans un monde qui est en total déclin. Parce que quand vous en êtes là, ça veut dire que l'émotionnel prédomine sur le rationnel. En fait, quand l'émotionnel prédomine sur le rationnel, ça s'appelle la mort, en vérité. Parce que je le dis à chaque fois, si votre docteur, quand vous arrivez, son émotionnel ou votre pompier prédomine sur son rationnel, vous allez mourir, si c'est grave. Parce qu'il ne va pas savoir comment réagir. Donc mathématiquement, vous vous condamnez. Et comme nous sommes devenus des sociétés d'émotion et plus des sociétés de raison, alors que pourtant on le prêche à tire-larigot avec la science, mais ce n'est pas une science qui est au service de la raison, c'est une science qui est au service du pognon. Donc c'est assez différent. Putain, j'ai fait que des hons. Attendez, bougez pas, j'en ai un. Il l'a fait, il a osé. Je le méritais, j'ai fait 3 rimes. Ça méritait un applaudissement. Attendez, je le refais parce que je me régale. J'ai fait des rimes. Allez, moi je vais être taquin, donc tu voudrais dire que par exemple, une émotion pourrait pousser
pour reprendre ton exemple sur 100, 93% des gens à faire la même erreur 3 ou 4 fois de suite. Ouais, Si tu vois de quoi je parle. ça pourrait, bon, il est infiniment taquin, mais oui, ça pourrait, bon, sans compter qu'après, derrière, il y a un État qui fait valoir le fait que l'émotionnel doit être prédominant surtout. Et c'est ça qui est dommage, parce que quand une société ou une civilisation ou une nation sort de la rationalité et rentre enfin, de la rationalité et rentre dans l'émotionnel, c'est là où ça devient dangereux pour les hommes, parce qu'à partir de là, au nom de l'injustice et de l'émotion, et donc de la sécurité, c'est là où on va en venir derrière, et ben, ils seront prêts à toutes les concessions, en fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une société qui est de plus en plus liberticide, notamment. Voilà. Mais bon, on fait de la philosophie, on fait la mécanique de la vie. Donc même si tout ça est très vrai, on évite de se faire fermer la chaîne, alors qu'il y en a plein qui abordent ces sujets très très bien. Et pour en revenir à quelque chose de plus sérieux, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'homme qui a besoin de catastrophes Réveiller. pour apprendre un peu, puis surtout à prendre du recul. Comment te dire, est-ce que, du coup, toutes les catastrophes qui peuvent arriver ces derniers temps, c'est un peu une punition de notre société? Je veux dire, regarde, rien que nous, dans notre pays, combien on a eu d'incendies, d'inondations. On en a eu quand on était gamin, mais à ce point, là, j'ai l'impression, tu sais, tous les étés, on a... et surtout, comment te dire, est-ce que quelque part, s'élever un petit peu spirituellement, apprendre à prendre du recul, c'est pas quelque part le meilleur moyen de se prévaloir de catastrophes? La remarque de Mika, merci de la faire, Mika, parce qu'elle est totalement nécessaire. En fait, ce qui se passe, le processus que dit Mika, pour moi, est le suivant. Comme la spiritualité. Alors, il y a le problème de la spiritualité, c'est que je déteste ce mot, je vous le dis tout le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est la spiritualité qu'on a littéralement déconnectée de l'Occident, parce que justement, quand il y a un monde qui n'a plus de spiritualité, il en crée des mauvaises. Ça a été de tout temps, c'est les faux prophètes, dans les évangiles, c'est le veau d'or. Voilà, c'est systématique, les humains font toujours comme ça. Dit que Dieu les laisse 50 ans, ou 70 ans, ils font des dingueries. Bon. Donc là, c'est ce que nous faisons. Donc le problème, c'est que comme nous avons la spiritualité a disparu. Donc le problème, c'est que normalement, quand vous avez des humains avec une spiritualité qui est présente, sans parler de spiritualité, même une religion qui est présente, qui fait quand même au prorata la pluie et le beau temps pour expliquer ce qu'est le bien et le mal. Mais au prorata, quand vous faites ça à une échelle nationale, vous êtes souvent gagnant. C'est ce qui se passait dans les sociétés qui avaient gardé une religion qui est prédominante. Parce que, n'en déplaise à tous ceux qui veulent, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, la question est de savoir la balance bénéfice-risque, ou où c'est que j'y gagne. Honnêtement, quand vous passez des valeurs et des sociétés qui fonctionnent sur un modèle comme celui de la chrétienté à celui qui ne l'est pas, que vous soyez chrétien ou non, normalement, si vous êtes froid d'esprit et que vous voulez vous êtes neutre dans votre réflexion, vous êtes obligé de reconnaître qu'il était largement favorable de fonctionner avec une religion parce qu'elle permettait de gérer les ingérables. En fait, elle remplissait sa fonction. C'est-à-dire, quand l'humain ne sait pas ce qu'est le bien et le mal, il fait n'importe quoi. Littéralement. Et donc aujourd'hui, l'Occident, notamment, surtout l'Occident, parce que les autres, comme le monde des BRICS, sont des pays développés, mais avec quand même une spiritualité qui est plus développée, des religions qui sont beaucoup plus présentes, donc les valeurs traditionnelles le sont aussi. Et donc elles sont beaucoup moins en proie à la déconnexion et à l'égarement, en fait. Parce que on a troqué. Moi, je dis pas c'est bien, c'est mal, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Mais on a troqué le christianisme contre les anxiolytiques, si vous voulez, grosso modo. C'est-à-dire, on a lâché une religion pour prendre la dépression. Bon, est-ce qu'on y a gagné? Parce que c'est très bien, hein, l'Occident, moi aussi, j'en ai rien à faire. Mais au bout d'un moment, remonter un feu rouge en France, hein, à part si vous êtes dans le fin fond des campagnes, et regardez la gueule des gens. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique la vie, si vous voulez. Hein. Je regarde le regard des gens, j'ai suffisamment d'empathie pour voir que le niveau de bonheur, il est plutôt bas, quoi. Tu te rappelles quand on était rentré, j'avais pris l'avion, j'avais atterri à Roissy et que je t'avais envoyé un vocal en te disant purée, pardon, je vois que je suis rentré en France parce que le moment où je suis monté dans l'avion, déjà je suis arrivé à l'aéroport à Roissy, c'est pas l'île aux enfants, tu vois, Casimir il rigole pas. Mais quand je suis rentré dans l'avion et que je suis rentré donc par l'avant et j'étais assis au fond, donc j'ai fait toutes les rangées, je crois que j'ai compté les sourires sur les doigts de mon index. Vraiment.
Tout à fait, tout à fait. Alors qu'il y a des pays justement qui n'ont pas de prétention et où le sourire est infiniment plus omniprésent. Les enfants sont beaucoup plus heureux et tout. Donc il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble, de reconnaître que dès que vous créez une société qui n'a plus de capitaine, qui n'a plus de gouvernail, ben en fait au prorata, au bout de quelques années, vous y perdez. C'est ça qu'il faut comprendre. Sans dire qu'une religion est bien ou mal, je m'en fous. C'est juste que froidement, vous avez, je veux dire, la destruction de la spiritualité, en fait, fait que l'humain, en fait, s'égare. En s'égarant, il fait de la pollution spirituelle. La pollution spirituelle, ça fait quoi? Ben, dans l'invisible, vous êtes trop éloigné de l'axe de vie. D'accord, le lion vit comme le lion, le singe comme le singe, si vous cassez pas les bonbons. L'humain vit-il comme l'humain? Non, pas du tout. Donc, l'humain est désaxé du projet initial pour lequel il était venu faire. Donc, d'être décalé de ce projet va faire quoi? De la pollution spirituelle. Dans l'invisible, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est-à-dire des milliards de gens envoient du négatif dans l'invisible. Le négatif que vous envoyez vibratoirement dans l'invisible, qu'est-ce qui fait? Ben, comme la matière, comme en fait l'énergie influe sur la matière, vous avez qu'à voir des ultrasons, et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous commencez à avoir une influence dans le monde physique. Donc ça veut dire des catastrophes, ça veut dire des guerres, ça veut dire des maladies, ça veut dire de l'injustice, ça veut dire des catastrophes. Voilà. Et donc là, vous avez la passerelle entre des humains qui sont sortis de leur axe et qui créent de la dette spirituelle. Et donc, vous avez une passerelle qui se fait dans le monde physique et vous rentrez dans le monde de l'injustice, de la catastrophe, etc. Mais parce qu'en fait, l'univers s'autorégule. C'est-à-dire que comme seul le net est positif, quand vous commencez à être dans une trop grande bascule, ben, il va devoir se rééquilibrer à l'inverse. Donc, il va falloir que ça castagne. Et d'ailleurs, si vous regardez par exemple, chez les chrétiens, bah, vous voyez dans la Bible que rarement il se passe rien pendant 50 ans. Parce qu'au bout de 50 ans, dès que vous lâchez les hommes, ils font des conneries. Donc Dieu les éclate. 50 ans plus tard, pendant 20 ans, ça se passe bien. Au bout de 30, ils commencent à avoir des mauvaises idées. Au bout de 50, ils commencent à faire n'importe quoi. Dieu les éclate. C'est un cycle aussi. Mais tout à fait, c'est un cycle parce que vous passez à une nouvelle génération, donc c'est aussi dans la logique de la vie. L'intérêt, c'est de ne pas trop tendre la corde. Et la différence avec le monde que l'on a créé aujourd'hui, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, localement, vous étiez privé de boire, manger, jamais vous avez détruit autant le monde biologique, les espèces, jamais vous avez eu un 6e continent de plastique, et je vais m'en arrêter là pour pas que vous tombiez en dépression. Alors, moi j'ai un parallèle qui, je pense, est génial. Vous validerez ou vous infirmerez. Tout à l'heure, tu as dit que les hommes ne savent pas ce qui est bien et mal, et c'est en partie aussi le problème. Ça me fait penser à Adam et Ève. Adam et Ève, au début, ils sont dans leur jardin, ils ont tout ce qu'il leur faut. Le petit diablotin, il vient et il leur dit bon, vous savez pas ce qui est bien ou mal, c'est une forme d'injustice quand même. Vous pouvez pas prendre le fruit qui vous ferait donner la connaissance du bien ou du mal. En fait, cette connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'on essaye de nous vendre à l'infini maintenant, quoi. Tout à fait. C'est ce qui se poursuit. Donc c'est le paradigme. Donc faire attention que l'injustice, c'est ni un bien ni un mal, c'est plus l'influence qu'elle a sur nous qui va nous conditionner à prendre des décisions à l'avenir. Bah en fait, ça permet, oui, tout à fait. Enfin, ça va permettre de nous confronter. En fait, c'est ça l'intérêt de l'injustice, c'est qu'elle permet de nous confronter. Mais comme tous les événements, en fait, puisqu'on est là pour évoluer, il faut qu'on se confronte. Vous ne pouvez pas devenir meilleur en sport si vous entraînez pas. Donc, pour vous entraîner, il faut qu'il se passe des choses obligatoirement. Et du coup, plus que Adam et Ève, ils croquent dans la pomme. Ils sont confrontés, ils ont fait le mauvais choix parce qu'ils ont cédé au mauvais côté de l'injustice, on va dire. Et alors qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient pour être bien, etc., absence de symptômes et autres. Et donc, au final, ils se font un peu éclater comme les feux, les inondations, un peu ce qui nous arrive, quoi. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'est le parallèle, il est très juste. Hein. Il est très juste parce que le problème des humains, c'est que là aujourd'hui, on a une époque où on vous dit que c'est presque plus, c'est devenu impossible de définir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Et donc, beaucoup de gens se cachent derrière le fait qu'ils vont considérer honnêtement par déconnexion, parce que c'est quand même de la déconnexion, parce que moi on m'a sorti ça 50 fois, j'ai dit pourquoi t'abandonnes pas tes enfants en fait, et la personne te répond en fait, je dis pourquoi tu violes pas un gosse, si rien n'est mal, si tu veux, c'est pas moi qui l'énonce, c'est toi, donc moi ça m'engage à rien, toi oui, voilà. Oui mais non tu comprends, non je comprends pas, c'est ta théorie, c'est pas la mienne, donc si tu énonces quelque chose, maintenant il faut que tu l'argumentes, maintenant convainc-moi, tu vois. Donc à partir de là, il y a un bien, il y a un mal. Alors évidemment, il y a le bien et le mal explicite, hein, celui où en général les civilisations en conviennent assez aisément, et puis il y en a qui sont un peu plus subtils. Et donc c'est dans le plus subtil où s'inscrivaient les religions, notamment. Voilà, tu ne voles pas, tu ne trompes pas, tu ne multiplies pas le mensonge, voilà, des petits standards de ce genre-là. Et qui, en fait, quand ils sont faits à l'échelle nationale, généralement,
aide ton prochain. Donc, ça reste des valeurs de vertu et d'entraide, derrière un modèle commun, derrière une identité commune. Et quand vous faites ça à l'échelle d'une nation, ça vous permet de faire prospérer une unité, ça vous permet de reconnaître ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et généralement, ça fait une certaine force dans votre civilisation et dans votre nation même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez une nation qui n'a plus d'identité et que vous allez la frotter à une nation qui elle en a gardé, normalement, quand il va y avoir le match qui s'appelle la guerre, il y en a une qui devrait gagner sur l'autre, assez mathématiquement. Même si l'homme devant le danger se transcende, bien sûr, mais quand bien même, comme en général, une nation qui a plus de spiritualité est une nation de flippés, obligatoirement, puisqu'elle a peur de mourir, parce qu'elle pense que Dieu n'existe pas. Donc généralement, sauf si tu as une nation de suicidaires, ce qui est le cas, mais nous, on arrive à faire des suicidaires qui ont peur de tout. Ouais, mais si tu as envie de mourir, pourquoi tu as peur? Voilà, donc en plus, nous sommes vraiment allés loin dans notre illogique profonde, quoi, si je puis dire. Moi, j'aime bien l'interprétation de Jeff de l'histoire d'Adam et Ève, parce que ça voudrait dire que l'injustice est créatrice de tentation. Et alors, je vais t'exposer un truc auquel j'ai pensé là. Est-ce que justement le fait de créer autant d'injustice et de sentiments d'injustice, je vais bien faire là, c'est pas quelque part dire aux gens, regardez, il y a tellement d'injustice que la justice n'existe plus, la justice divine du moins, et est-ce que c'est pas, encore une fois, une façon, nous, on n'essaye pas de vous dire en quoi vous devez croire, on essaye juste de vous dire de vous élever au-dessus d'une société qui vous pousse à croire en rien. Oui, c'est plus ça. C'est plus ça. Moi, d'ailleurs, je pousse à rien du tout. Hein. Chacun fait clairement ce qu'il veut. Mais tu peux redire le milieu parce que du coup, en faisant ce parallèle, je suis perdu. Je sais plus ce que je te disais. Je te disais, oui, que du coup, est-ce que le fait qu'on crée autant de sentiments d'injustice, c'est pas quelque part fait pour discréditer Alors, la première chose, c'est ça vous permet de vous dégarer. C'est-à-dire, si une société promeut le sentiment d'injustice, ça fait que je vous laisse en permanence dans le monde horizontal. C'est-à-dire, vous passez d'une émotion à une autre, hein, d'un mal à un autre. Hein, et donc, comme ça, en fait, vous ne voyez pas déjà qui sont vos maîtres, hein, vous ne voyez pas dans quel monde vous vivez et vous ne pouvez pas évoluer. C'est-à-dire que je vous crée des casseroles, hein, je vous retiens, je vous mets des chaînes, en fait, qui vous font passer d'une émotion à une autre. Et pendant ce temps-là, moi, je rigole. En fait, alors là, par contre, je pourrais. Parce qu'il y a une voix, grâce à la platine, qui est absolument magnifique, hein, qui fait la voix du monstre. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pendant que vous ne vous occupez pas de vous, pendant que vous passez d'une émotion à une autre, eh ben le diable jubile, si vous voulez. Parce que le but, c'est de nous égarer. Voilà. Est-ce que vous préférez cette voix-là? Moi, le diable, je suis là pour vous égarer. Quand je vous fais passer d'une émotion à une autre, vous ne pouvez pas produire de la lumière sur Terre. Et moins vous produisez de la lumière sur Terre, plus je vous égare. Et plus je vous égare, plus je promeux l'obscurité et plus je suis vainqueur. Il l'a fait. Je voulais le placer. Je l'ai fait. S'il faut, ça va être infect. Mais je voulais le faire. Voilà. Comme ça, c'est immersif, les amis. J'espère que ça vous plaît. Mais plus sérieusement, il faut vraiment comprendre ce process parce qu'il est très très important. Là, on rigole, etc. Mais au-delà de la rigolade, c'est vraiment ce process-là. Parce que pendant que quelqu'un passe d'une injustice à une autre, moi, je trouve regrettable de temps en temps, je vois des gens de grande qualité qui traitent de sujets importants comme la politique et tout. Mais le problème, c'est qu'ils auront passé une vie à traiter de ça sans que le monde ne change. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si je suis le diable, je me frotte parce qu'ils auront passé une vie à passer à côté de la leur. Parce qu'ils auront été dans une forme sacrificielle ou de sauveur pour aider tout le monde, mais trop. Et donc, de ce fait-là, en fait, ils seront passés à côté du potentiel d'évolution qu'ils avaient réellement. Parce que tous les matins, ils se levaient, ils checkaient l'actu, ils produisaient des choses en rapport avec ça pour le faire savoir. Et donc, en fait, ils se sont égarés parce que s'il faut, ils avaient des potentiels bien plus grands que celui-là et que le jeu les a égarés. Parce que si, en fait, à Zelda, vous coincez à un boss et que vous dites ouais c'est à cause de lui, en fait vous passez votre vie à tourner autour de ce boss, vous retournez au village, vous revenez affronter ce boss mais vous n'avez pas jusqu'au bout, etc. Ben, en fait vous n'avez jamais fini le jeu. Vous êtes bloqué à une étape. Et donc être bloqué à l'étape du combat politique par exemple en y étant de longue, ben le jeu a gagné sur vous. Voilà. Et donc ça c'est très regrettable parce que je trouve que des fois il y a des mecs de grande qualité qui ont un grand esprit et qui se perdent par ce cadre-là. Parce que le but, il faut bien comprendre de ça, du diable, c'est de nous égarer. Voilà. Et donc,
moins tu vas pouvoir produire de lumière. Plus tu t'es fait garer. Et donc, tu vois, la dernière fois, par exemple, j'écoutais, je vais pas le citer, mais j'écoutais quelqu'un qui, justement, s'opposait à ces jeux de pouvoir qu'il y a aujourd'hui dans le monde qui nous dirige. Et il disait que 2 de ses meilleurs amis, donc c'est quelqu'un qui est relativement connu et tout, étaient morts. Étaient morts alors qu'en fait, ils servaient le bien. On parle de gens qui avaient c'était des âges de moins de 40 balais, hein, donc allez pas me raconter je sais pas quoi, des gens de moins de 40 balais. Hein, voilà. Donc ça veut dire quoi? Première traduction, ça veut dire que vous croyez servir le monde juste, hein. Et puis en fait, il y en a un des deux, je crois, qui est mort de manière extrêmement catastrophique, c'est-à-dire qu'il a clairement, il s'est fait, bref, et il est mort de manière très improbable, si vous voulez. Donc ça fait vraiment que Dieu a autorisé que ça arrive, si vous voulez. Donc, là où je veux en venir, c'est que on mène un combat qui parfois est déjà vain d'avance, donc il faut s'y consacrer mesurément, il ne faut pas oublier le reste, donc pourquoi pas s'y consacrer, mais faut pas faire que ça. Et le problème, moi, que je rajouterais, c'est que la plupart du temps, c'est chez ces gens-là, vous verrez qu'ils ont les paramètres générationnels, c'est-à-dire papa, maman, papi, mamie, où il y a une inscription au combat, à la violence ou au combat politique. Et donc, si en fait, vous menez un combat qui était celui de vos ancêtres, vous êtes dans la fréquence de vos ancêtres. C'est-à-dire vous êtes possédé par le petit diable familial qui vous dit de le faire. Donc l'intérêt, ça serait d'être capable d'arrêter, au moins un temps, pour se dire, ok, moi je suis capable de faire autre chose que ce que mes prédécesseurs faisaient. Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que vous êtes moins possédé par la fréquence de vos ancêtres, et donc à partir de là, vous êtes assez neutre de choisir ce que vous allez faire. Voilà. Mais gare à ça, parce que si vous faites ce que vos ancêtres faisaient, même si le côté moyenâgeux a l'air de le promouvoir, mais le côté épigénétique, absolument pas. Parce que ça veut dire quoi? Vous reproduisez les mêmes schémas qui ont mené au traumatisme antérieur et aux dettes de votre famille. Donc, gare à ça. Je vais essayer de remettre ma pensée dans l'ordre. Donc, si, comme Jeff l'évoquait, le sentiment d'injustice est créateur de tentation, est-ce que quelque part, la solution, c'est pas à un moment donné d'accepter l'injustice? Et j'ai l'impression, comment t'expliquer, qu'à force de chercher de l'injustice partout, on finit par vouloir changer des choses et changer des choses qui n'ont aucun intérêt d'être changées. Et à force de vouloir tout changer, tu finis par rien changer en fait. Quand tu veux essayer de changer trop de choses. Ouais, ça se joue aussi au niveau des conséquences de ce qu'on va faire. En fait, c'est les fruits, c'est vraiment ça qui compte. Par exemple, moi, je sais pas, au niveau de ma liberté, quelqu'un va attenter au niveau de ma liberté. Si je vois que si je me rebelle et je décide de combattre cette injustice, là, peut-être, il y aura un fruit qui sera correct, qui sera juste au niveau vertical comme horizontal. Donc là, j'aurais gagné, on va dire. Par contre, si je vois que c'est l'État qui atteint à ma liberté, par exemple, là, si je vais manifester et que je vois que derrière, il se passe rien, peut-être que j'ai perdu du temps en allant manifester. Est-ce que les conséquences, c'est ce qu'il n'y a pas de plus important, au final, dans notre décision? Nos choix de gérer l'injustice. Je vois pas trop ce que tu veux dire, mais pour moi, l'évolution, elle est quand même. C'est un monde qui est collectif, mais l'évolution, elle est individuelle. Hein. Donc, du coup, en fait, ce qui t'arrive, ce que tu as à traiter, tu le traites individuellement. Souvent, quand tu te mets au service d'un collectif, tu as tendance à servir des paradigmes qui ne sont pas les tiens. Hein. Parce que normalement, ton inscription génétique, si tu veux, tu auras tous les paramètres du combattant ou tous les paramètres du sauveur. Et donc, dans les deux cas, tu es dans la répétition d'une souffrance antérieure. Voilà. Mais toi, Mika, tu as dit quelque chose, je voulais rebondir dessus, mais du coup, j'ai oublié. C'était quoi le thème que tu disais? Je te disais qu'en fait, comme le sentiment d'injustice crée de la tentation et que du coup, la tentation, c'est de changer les choses. Quand tu vois une injustice, la tentation ultime, c'est de vouloir changer les choses. Et que justement, à force de créer de l'injustice, du sentiment d'injustice partout, on veut tout changer. Et à force de vouloir tout changer, de s'échiner à changer des trucs, tu changes rien. C'est là où je voulais en venir. Mais ça n'existe que dans les sociétés de confort. C'est parce qu'en fait, c'est parce que tout va bien. Si vous voulez, si demain on crève tous la dalle, on va arrêter de se poser des questions à 2 francs. Le problème va être réglé en 2-2. Si vous avez la guerre, est-ce que vous allez vous poser des questions de binarité? Je crois pas, non.
vous allez arrêter de vous demander si manger bio, c'est bien ou si c'est mal. Vous voyez. Alors évidemment qu'aujourd'hui, on mange très très mal, hein, donc c'est pas là où je veux en venir. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus capable de rationaliser ce qui est important de ce qui ne l'est pas, parce qu'en fait, nous sommes rentrés dans une société de confort et où on a des gens qui sont enfermés dans des bureaux, qui ont trop de questions à se poser parce qu'ils sont payés à rien faire, en fait. Voilà. Et surtout, ils sont aussi payés, il faut quand même pas se leurrer, parce que là j'exagère un peu, mais ils sont surtout payés pour nous égarer, puisqu'en fait, ils servent le diable. Donc, ils sont surtout là pour nous égarer. Donc, ne tombez pas dans le panneau de construire des vies où vous insurgez tous les matins de ce qui arrive. Le but, c'est que vous vous adaptiez. Il n'y a que ça à faire. Le monde, on ne le changera pas. Dans tous les cas, on est allé trop loin. Donc, il faut prendre un mur pour arriver à changer les choses. Dans tous les cas, c'est l'histoire des hommes. Que vous regardiez dans la Bible ou que vous regardiez dans un livre d'histoire, le point commun entre les deux, c'est que l'humain, il a besoin de chiffrer les morts à millions presque, pour changer. C'est malheureux, mais c'est pas moi qui ai fait l'histoire ni la Bible. Et donc aujourd'hui, vu le mal profond qui anime les sociétés modernes, le problème à un moment donné, c'est que l'humain, il a besoin de se faire éclater pour changer. Donc je pense qu'aller trop intensément penser qu'on va trouver une solution facile, je pense que c'est... Alors moi, je crois au miracle, hein, mais c'est quand même très peu probable. Et ça, c'est aussi un message qui est important. C'est un message qui est très important. Le problème de l'espoir, c'est qu'on dit toujours qu'il fait vivre. Moi, j'ai constaté que l'espoir tue. Voilà, en tout cas, en Occident, au XXIe siècle. Parce que dès que vous laissez une once d'espoir à quelqu'un aujourd'hui, en fait, il fait rien. Concrètement, c'est ce qui se passe. Parce qu'ils pensent toujours qu'il va y avoir une issue diplomatique ou que en fait, Schwarzenegger va débarquer, ou Harrison Ford, ou je sais pas qui, en fait, et qu'il va y avoir un super miracle. Je te dirais même plus, je préciserais, pas l'espoir tue, mais l'espoir laisse mourir. L'espoir laisse mourir, c'est beaucoup plus juste. Et pour le dire au niveau poétique, Nietzsche, il disait l'espoir est le pire des mots car il prolonge le tourment de l'homme. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, là-dessus, alors je connais pas Nietzsche, des fois il y en a qui m'en parlent et j'aime pas du tout, mais là je valide à 100%. À 100%. Et quand tu parles d'égarement, en fait, c'est perdre le classement de l'importance des choses au final. La hiérarchisation de ce que tu es venu faire sur Terre. Et est-ce que tu peux nous parler du compteur aussi, invisible ? Donc en gros, parce que là, les auditeurs, tu vois, ils se disent ok, c'est au niveau individuel, mais qu'est-ce que je vais changer qu'avec moi, mon évolution spirituelle ? Qu'est-ce qui change véritablement ? Sur quel plan ? Au plan vertical notamment. Si on évolue personnellement, quelle influence amène-t-on une amélioration, c'est une amélioration. En fait, tu es là pour ça. Donc à partir de là, plus tu vas jouer au jeu de la vie, mais celui qu'il faut arriver un peu à déceler. C'est-à-dire, on est là pour être chercheur, on est là pour comprendre la mécanique de Dieu, on est là pour... En fait, on est là pour devenir quelqu'un d'agréable à Dieu. Si vous voulez vraiment mettre des mots dessus, nous sommes sur Terre pour devenir quelqu'un d'agréable à Dieu. Devenir quelqu'un d'agréable à Dieu, c'est pas faire des croyants. C'est faire des disciples, c'est faire des apôtres. Si vous voulez des mots religieux, j'entends, parce que vous n'avez pas besoin de religion pour faire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que disciple, c'est discipline. Donc c'est discipliné selon les lois universelles, selon les lois de Dieu, mais pas selon les lois d'une religion. C'est selon des lois que l'on ne connaît pas, parce que sinon on aurait compris beaucoup plus de choses à la vie. Donc le but, c'est pas de fabriquer, c'est pas d'être croyant. Être croyant ne vous légitime pas auprès de Dieu à être agréable à lui. Ça fait juste de vous quelqu'un de moins pénible que la moyenne, à la limite. Mais pas plus. Vous, est-ce que vous avez envie d'être ami à quelqu'un qui vous est agréable ? C'est ça le truc. Donc c'est-à-dire que Dieu, pour avoir une proximité, il faut lui être agréable d'une certaine manière. Et lui être agréable, c'est le comprendre d'une certaine manière, ou comprendre les lois qu'il a laissées dans l'invisible pour comprendre ce qu'il attendait de nous. Voilà, si je devais le dire, ça serait un peu ainsi que je le dirais. Et donc, c'est là-dessus que nous devons travailler, c'est là-dessus que nous devons faire, c'est là-dessus que nous devons produire. Mais ça ne veut pas dire que si vous priez tous les matins, qu'il y aura un retour. Ça n'a rien à voir. Parce que vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont prié toute leur vie et qui ont eu des vies infernales et qui n'ont rien compris, ils sont restés dans des paradigmes de surface que l'on enseigne à des enfants de 8 ans. Parce que, par exemple, en plus, c'est ça qui est génial dans les religions comme le christianisme, c'est que je ne vois pas comment on peut avoir une certitude sur ce que Dieu attend de nous avec des paraboles. La parabole, elle vous permet le multisens. Donc le multisens, tomber dans la facilité de penser que ça veut dire si ou mi, c'est faux. Pour moi, déjà, tout ce qui est écrit dans les évangiles, il faut que vous enleviez tous les mots et que vous les transposiez au monde spirituel. Absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour le monde horizontal dans les évangiles, je pense. Bon, il faudrait que je les relise pour savoir. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a absolument rien dans le monde horizontal. Simplement, il y a une signification d'apparence pour le monde horizontal pour gérer des ingérables. C'est tout.
Mais dans le fond, quand on vous parle de pain, on vous parle ou de fruits, ben, en fait, on vous parle de contenu spirituel. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, il faut que vous le changiez par spirituel, grosso modo. Et il faut que vous fassiez preuve d'imagination en vous disant, OK, c'est un livre spirituel, donc en fait, tout ce qui est écrit pour le spirituel. Donc quand on vous dit de la multiplication des pains, oui, c'est la multiplication de l'information spirituelle, donc c'est-à-dire du contenu philosophique, si je puis dire. Et donc tout est comme ça. Et donc le problème, c'est que quand on veut faire vérité, probablement d'écrits qui n'ont pas eu vocation à être écrits pour le monde horizontal, même s'ils ont vocation dans le sens où ça permet de gérer des ingérables. Mais en fait, quand vous voulez vous élever, vous ne trouverez pas réponse dans la façon horizontale de le voir, parce que ça sera beaucoup trop limité et limitant. Donc vous n'irez pas, il y aura un plafond de verre qui sera atteint assez rapidement, quoi. On n'extraira pas Le précieux. l'essence, On n'extraira pas le précieux. le Pas pour moi, en précieux tout cas. des écrits. Pas pour moi. Mais c'est là-dessus que travaillent les théologiens et tout, en général. Mais c'est pour ça que nous devons faire l'effort de nous dire que la vérité ne peut pas être facile d'accès. C'est obligatoire. Donc, il est important de faire des hypothèses tout au long de notre vie, en fait. Il faut faire des hypothèses de l'inverse de ce que nous pensons, en fait, systématiquement. Et ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus ce qui précède. C'est notre capacité à encaisser l'incertitude et la multiplicité des hypothèses qui fait foi, en fait. Pour moi, l'idée n'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est de pouvoir faire cohabiter un maximum d'hypothèses en gardant certaines comme étant beaucoup plus tendancieuses que d'autres. Et quand vous arrivez à faire cohabiter, moi je fais cohabiter sur un même sujet des fois, je suis resté pendant des années à avoir 5 hypothèses. Et c'est pas les plus et j'allais jusqu'à celle qui me paraît la plus improbable, à celle qui me paraît la plus probable. Celle qui est la plus probable, c'est celle que je mets en avance dans ma tête, hein, mais les 4 autres, elles existent encore. Et en fait, quand celle-là, quand je vais découvrir un autre sujet, elles coïncideront avec une autre hypothèse qui, elle, est beaucoup plus probable, eh ben, ça veut dire que je peux les relier. Et si je peux les relier, ça veut dire que ça m'élimine les 4 que j'avais laissés en suspens. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais eux, ils ont vu mes gestes, vous qui nous écoutez, non. Voilà, vous qui nous écoutez, non. Mais à mon avis, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous présentez à vous-même une hypothèse, vous la gardez dans votre poche, d'accord ? C'est comme si vous trouviez la pièce du puzzle par terre. Vous avez vos gamins qui ont joué, ils ont 10 puzzles, vous trouvez une pièce de puzzle par terre. Mais en fait, vous n'avez pas envie d'assembler les 10 boîtes pour savoir où il va. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous le gardez dans la poche. Et le jour où ils referont les puzzles et qu'il manquera une pièce, là, vous la sortirez et vous direz, je ne savais pas où elle allait. Mais maintenant que j'ai assemblé le reste, je peux la mettre. Oh, elle est vachement bien sûr. Ouais, attendez, ne bougez pas. Je m'auto. Ça, je suis content. je m'auto. Voilà, je m'auto. Ah là là, cet exemple de derrière les fagots, je ne m'attendais pas du tout. Et cette table de mixage, cette table de mixage, il la rentabilise là. Ma petite princesse. non, cet exemple, il est venu spontanément, mais c'est exactement ça. Ça permet vraiment de faire le pont et le parallèle entre les deux pour comprendre quelle est la meilleure façon d'aborder la vie. Parce que des fois, il y en a qui nous écrivent et ils veulent tellement bien faire qu'ils s'égarent. C'est pour ça que là, cet exemple, gardez-le en tête. Vous avez 10 pièces de puzzle dans votre poche et vous avez 10 boîtes de puzzle dans le placard, d'accord ? Les pièces de puzzle, vous ne pouvez pas savoir où elles vont. Simplement, à un moment donné, dans quelques années peut-être, quand vous réassemblerez les puzzles, que vous aurez l'ensemble devant vous, eh bien, il sera facile de savoir où aller ces pièces. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Donc, ne soyez pas fixés, soyez incertains et gardez les hypothèses le plus longtemps possible dans votre tête. De la même façon, pour rester sur la métaphore du puzzle, si à un moment donné, il y a une pièce, enfin, il y a un emplacement vide et que tu vas avoir la pièce qu'il faut, est-ce que tu vas prendre une pièce ou est-ce que tu vas en prendre 10 pour voir à laquelle va ? Où tu auras le plus de chances d'avoir la pièce, quand celui qui en a pris qu'une ou celui qui en a pris 10 ? Tout à fait, exactement. Jeff, c'est toi qui est le metteur en scène, si je puis dire. Est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais, juste un tout dernier point, parce qu'on a parlé d'injustice, de sentiment d'injustice. Bon, c'est un sujet qui est assez complexe à traiter, parce que ça touche au personnel, ça touche au collectif. Puis souvent, les gens aimeraient qu'on le traite, qu'on dise une chose et considérer si c'est juste ou si ça l'est pas. C'est ça. Et le problème, les amis, on vit dans une époque qui est extrêmement clivante et il y a des choses qui méritent d'être dites entre gens apaisés et raisonnables et c'est pas du tout le cas du monde dans lequel on vit. Donc même publiquement, il y a des sujets, moi je dirais pas du tout ce que j'en pense, parce que si vous voulez, c'est très simple. Regardez le monde biologique. Il est impitoyable. Donc il y a une partie de la nature humaine
qui doit être traité sans émotion et de manière impitoyable. Et tout est une question de point de vue. Je veux dire, il y a le lion, il va bouffer la gazelle. Si on regarde du point de vue documentaire sur le lion, on va dire « Oh yes, il a enfin mangé pour ses petits ou toi ». Et si on regarde la gazelle, on dit l'inverse. Donc il y a aussi... Donc il y a un compromis à trouver en fait entre la nature biologique qui est l'homme et la nature consciente qui est l'homme. Et la rencontre entre les deux fait le choix que nous devrions faire sur tous les sujets. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la prédominance, comme elle est émotionnelle et plus rationnelle, eh ben, en fait, il y a énormément de choses sur lesquelles on fait des très mauvais choix. C'est ça. Donc, on a traité, je disais, le sentiment d'injustice, l'injustice en général. On peut maintenant parler de la justice humaine, en tout cas. Est-ce que, pour toi, être traité devant une cour, la manière dont les choses se déroulent, même si c'est un peu différent selon les régions, il y a l'aspect anglais, français, enfin bref, il y a plusieurs types de justice. Est-ce que pour toi, cette justice est raisonnable, respectable, d'un point de vue mécanique de la vie? Alors, je me suis jamais posé la question. Je t'avoue que je me suis jamais posé la question. Bon, l'homme a toujours essayé de bien faire, hein, clairement. Le problème des lois, c'est que ce qu'il faudrait qu'elles soient surtout faites par interprétées et validées par des chevaliers, parce que le problème du texte, c'est qu'il prédomine et qu'il fait foi, ou les choses qui font jurisprudence. L'idéal, le problème, c'est qu'un juge, alors je ne sais pas quelles sont leurs études, mais l'idéal, le meilleur juge, c'est celui qui peut se voir dans l'autre, en fait. C'est celui qui peut se voir dans l'autre. Et je ne pense pas que les études de droit te permettent de te voir dans l'autre, mais peut-être que j'ai tort, hein. Je ne sais pas quel est le contenu, mais pour moi, le meilleur des juges, c'est celui-là. C'est-à-dire que normalement, si vous avez quelqu'un qui vient, et c'était la force de quelqu'un comme Jésus, la force de Jésus de voir en fait entre chaque femme de manière égalitaire la Vierge comme la prostituée, faisait de lui quelqu'un qui s'était vu en chacun, et donc quelqu'un à même de traiter justement l'autre. Mais justement, de traiter juste et pardonner ne veut pas dire ne pas sanctionner, c'est très très différent. Donc le meilleur des juges, c'est-à-dire que pour que la justice humaine soit la mieux rendue possible, il faudrait des gens qui soient animés de cette capacité de se mettre à la place de l'autre, mais sans empathie. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait d'empathie d'émotion. Il faut de l'empathie d'information. L'empathie d'information, c'est quoi? Je me souviens ce que ça fait, mais je ne pousse pas ce mal. Et j'ai suffisamment compris les avis, les aspérités de la vie pour prendre une sanction qui est juste pour la société. Donc, parce qu'il y a la sanction qui est juste en apparence pour l'individu qui peut être pardonnable. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que sous prétexte de psychologie, si vous voulez, sous prétexte qu'on a eu un vécu difficile, jeune, on pourrait presque tout nous pardonner. Oui, mais en fait, évidemment, puisqu'on est dans un monde qui est causal. Donc, c'est toujours une cause qui a créé une conséquence. Je suis ce que je suis parce que j'ai vécu tel truc, parce que mes grands-parents, épigénétiquement, il y a eu telle chose et tout. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais le problème, c'est que je ne peux pas continuer de faire perpétuer quelque chose qui détruit en fait l'humanité ou la collectivité ou la nation. Parce que le problème de cet individu qui va faire un mal, dans un, c'est l'effet papillon, un mal parce qu'il aura fait du mal à 3 personnes. Eux vont polluer les dizaines de membres de la famille ou amis, qui vont faire des démons invisibles que vous ne savez pas dans 2 générations. Et en fait, c'est comme un virus. En fait, vous êtes 2 à l'avoir et il se multiplie les mauvais le truc. Quoi. Donc, il faut avoir cette capacité, de se voir dans l'autre, bien sûr. Mais par contre, il faut le traiter très froidement aussi. Donc il y a les deux. C'est pour ça que les crimes ne sont pas du tout à mettre sur le même niveau, ne peuvent pas être traités de la même manière. Et il y a des choses qui doivent être irrévocables aussi. Parce que quand vous touchez à un trop haut niveau de folie, vous voyez bien, je l'ai peut-être dit en podcast, mais vous avez des scientifiques qui ont fait le test de se faire interner en étant complètement sains, en faisant les fous. Ils ont été accompagnés par toute une étude autour et d'autres scientifiques. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient incapables de ressortir. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui de faire quoi que ce soit du cerveau humain et des pathologies, en tout cas très peu ou trop peu. Donc partant de là, on peut pas juger un criminel en pensant que l'étude psychologique qu'on a fait avec lui est garante de la sécurité collective. C'est impossible. Voilà, donc on doit traiter en considérant que pour l'instant, il faut se rendre à l'évidence qu'on est trop fragile et trop incapable encore pour traiter justement la dimension psychologique des humains, quoi. Donc on doit faire doublement attention, c'est là où je veux en venir. Ouais, moi je vais te donner mon avis sur du coup le sujet de la justice humaine. C'est un système qui a été fait par des hommes, pour des hommes, et où le juge est un homme, où le procureur est un homme, un être humain. Les jurés sont... Je te prends un exemple, tu vas avoir un accusé qui a perdu un enfant, qui est coupable, on va dire qu'il est coupable. Tous les jurés doivent le déclarer coupable à l'unanimité.
si dans les jurés, tu as quelqu'un qui a perdu son enfant, qui n'a pas réglé ce deuil et qui, tu vois, va rentrer en Oui, tout à fait. résonance avec la peine, Oui, tout à fait. tu risques d'avoir. Donc, après, ce que je me dis aussi, c'est que quand même, il y a Dieu qui chapeaute le tout. Donc, si à ce moment-là, l'individu se retrouve dans tel tribunal, avec tel juge, avec Oui, tel tout à juré, ce ne sera pas un hasard non plus. Tout à fait. Donc, quelque part, la justice humaine. Oui, ça fait une Tu vois moyenne. ce que je veux te dire, Ça fait une moyenne. Ouais. Ça fait une moyenne, mais là, ce que dit Michael est tout à fait juste. Hein. Il a tout à fait raison. Ah, c'est intéressant. Je non, vais non, pouvoir mais te ce qui- sauter dessus là, Ah du non, coup, mais là, sur un autre sujet. ce qu'il dit est tout à fait juste. Ok, Simplement, dans un monde idéal, parce que là, on était un peu dans cette dimension, puisqu'on parle de philosophie. La philosophie, c'est aller vers l'idéalisme et l'absolu. Donc, moi, j'ai répondu, parce que souvent, d'ailleurs, je vous le dis, les réponses sont des absolus vers lesquels il faut tendre. Ils ne sont pas compatibles avec la réalité humaine. Oui. Donc, l'idéal, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu sois jugé par des juges qui peuvent te comprendre. Donc, par exemple, toi, si tu es issu, alors là, aujourd'hui, on a tout lissé et tout horizontalisé, par exemple, en France. Mais normalement, si toi, tu es plutôt du sud-ouest, tu as des mœurs qui ne sont pas les mêmes que les mœurs des gens qui vivent à Paris ou qui vivent peut-être dans l'Est. Donc le problème, c'est que peut-être qu'un juge du sud-ouest ou un juge catalan, si tu as été pris à 0,7 grammes, il ne va pas te traiter comme quelqu'un qui est d'une région qui ça picole pas, tu vois, par exemple, j'en sais rien. Ou qui ne va pas ériger, tu as mis de droite à un mec qui cassait les bonbons, il va pas trouver ça particulièrement grave. Alors que quelqu'un qui vit en ville où il y a des flics de partout, ils sont pas coutumiers de ça, et pour lui c'est une catastrophe. Donc la première dimension rationnelle, ça serait d'être jugé par des juges et des jurés de ta circonscription, si je puis dire, ou de ta région, qui ont des problématiques même. Et après, il faudrait aussi avoir des juges qui soient formés à la philosophie, clairement. Parce que le problème, je vois pas comment. Alors sinon, il te faut en avoir plusieurs, comme ça fait une moyenne. Bon, le problème en France, c'est que déjà, tu veux voir un juge, t'en as pour 10 ans, parfait, très grave. Donc avant qu'il y ait 3 juges qui te reçoivent pour pouvoir faire une moyenne, et comme ça, tu te retrouves avec, c'est ce qu'ils font dans les sports de combat, tu te retrouves avec plusieurs juges pour que les écarts soient lissés, entre les jugements de chacun, quoi. Voilà. Et même, on pourrait imaginer aujourd'hui se servir de la science d'un point de vue algorithmique. Hein. Tu pourrais mettre les 3 juges plus un ordinateur. Ouais. Donc en gros, tout ce qu'on dit là, c'est que tu optimises. Ça, c'est juste une forme d'optimisation de la justice humaine. Sauf que si je reviens à l'exemple de Mika, donc en gros, tu m'arrêtes, hein, Mika, tu me coupes s'il y a quoi que ce soit. De ce que j'ai compris, donc la justice, même si elle est mal faite par les hommes, est quand même l'expression de ce que Dieu a décidé de faire, puisque tout est neutre. Voilà, puisque il n'y a pas de n'existe hasard. pas. Voilà. Ouais. Donc, si je viens à ça, si moi demain je me dis je vais me faire le porteur de la parole de Dieu, ce qu'il ne faut pas faire normalement, je suppose, avec les lois de la vie, c'est-à-dire que je vais tuer toutes les personnes qui ne le valent pas. Donc, The Punisher, tu vois, Death Note, tu vois, c'est vraiment. C'est en gros, je suis le vengeur, je suis l'arme de Dieu. Tu vois. Et donc, si je vais tuer ces gens-là, ils le méritaient parce que Dieu l'a choisi. Oui, tout à fait. Le problème de ça, si tu veux, c'est que c'est toujours valable, quelles que soient les époques et les circonstances. À nous d'être fins pour comprendre et nous situer dans l'époque dans laquelle nous vivons. Le problème aujourd'hui, c'est que des fois, des fois, en fait, le problème, c'est qu'on a une interprétation du monde qui est répétitive. C'est-à-dire les gens énoncent des théories philosophiques ou des théories sur ce que nous devons mener ou faire sans considérer l'époque dans laquelle ils vivent et les spécificités que ça incombe. Donc là, par exemple, aujourd'hui, avoir affaire à la justice, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'elle est très vérolée. Par exemple. Donc normalement, si toi tu es un être de conscience, t'évites à te frotter à certains sujets, pas parce que tu te cagues dessus, parce que tu as compris que tu n'allais rien changer du tout. Parce que si tu sais qu'en fait, tu arrives dans un camp de lépreux et qu'en fait, tout le monde est condamné, au bout d'un moment, il faut être raisonnable et pas aller faire mourir ces soldats valables pour la Suisse, et, tu vois, la neutralité, pour la suite, inutilement. Pour moi, c'est ça tout le problème qu'il y a aujourd'hui. Donc là maintenant, aujourd'hui, normalement, si vous êtes malin, évitez de vous frotter à un monde qui est une espèce de gigantesque pieuvre que vous n'allez pas changer. En fait, il y a un moment donné, il faut laisser les choses s'écrouler. Et une fois que c'est écroulé, c'est bon. C'est-à-dire, c'est comme si Napoléon était Napoléon parce que c'était le meilleur juge de guerre, d'une certaine manière. Il n'a pas envoyé ses meilleurs soldats mourir en première ligne au front. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du champ de bataille sur lequel il se trouvait, de la situation des forces en présence, il évaluait qui on pouvait sacrifier, de qui on ne pouvait pas sacrifier, de qui on devait sauvegarder, de qui on ne devait pas sauvegarder, de quand c'était gagné, quand ça allait être perdu. Voilà, c'est une évaluation qui évolue à chaque seconde. Donc maintenant, si vous transposez ça à vous et à la justice, vous êtes à une époque qui est extrêmement vérolée.
vous comprenez bien que c'est pas 4 emmerdeurs qui vont faire sauter un monde autant en place. Pourquoi? Parce que sinon, on vous fera un effondrement économique. Pourquoi? Parce que sinon, on fera une cyberattaque qui resettera tous vos comptes bancaires et votre téléphone et vos informations médicales. Votre robinet ne coulera pas parce que votre compteur, maintenant, c'est un Linky et qu'il est relié, etc., etc. Donc, à quoi bon vous emmerder à prendre des risques alors que le monde, il est vérolé? Donc, laissez-le de lui-même tomber. Soyez malin, adaptez-vous, et quand le monde sera tombé, on verra. Voilà, mais n'allez pas envoyer les meilleurs soldats mourir en première ligne, quoi. N'oubliez pas que Fight Club, c'est juste un film. Voilà, non, mais sans ironiser, parce qu'il y en a qui sont de bon cœur, tu vois, donc il faut pas les oublier. Parce que en ça gros, peut être tentant. ce qui est conseillé de faire à ces gens-là, c'est plutôt de ne pas se faire happer par le sentiment d'injustice globale Oui. de la société. De trouver une mesure entre la revendication légitime et comment vous dire et votre empreinte dans ce monde, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment faire dans le monde réel, mais en même temps sans franchir le seuil qui pourrait être délétère parce qu'en fait vous seriez puni par le monde dans lequel vous vivez. Parce que c'est toujours la même histoire. Dans un jeu vidéo, vous ne pouvez pas aller en dehors du jeu vidéo. D'accord? Il y a un mur. Il y a un plafond de verre du programmateur. Donc en fait, vouloir aller au-delà du jeu, c'est une mauvaise appréciation du jeu. Donc quand vous voulez aller trop loin, dans la lutte, et que en fait vous êtes beaucoup trop petit, là on n'est pas au Moyen Âge, vous avez 4 fourches et vous pouviez faire valoir ce que vous vouliez. Là vous êtes dans un monde qui est beaucoup plus complexe. Et le problème aussi, c'est que je m'aperçois que beaucoup de gens, parce que bon, on essaie de pas faire trop de politique, le problème de la plupart des gens, c'est qu'en plus c'est des sujets que vous pouvez aborder une fois que vous avez abordé l'ensemble des sujets qui gravitent autour. C'est-à-dire que moi, je ne comprends même pas qu'on parle de politique si on n'a pas passé 3 ans à étudier comment fonctionne une économie. Je ne comprends pas qu'on parle de sauver le monde si on n'a pas passé 3 ans à étudier, en tout cas un bon moment, à regarder où en sont les ressources. Je ne vous parle pas de climato-sceptique, de conneries. Mais factuellement, les océans sont vides, il y a du plastoc partout. Donc à un moment donné, une croissance illimitée, qui est le monde de la planche à billets, sur une terre où les ressources sont limitées, mathématiquement, si vous voulez, c'est décroître et mathématique. Alors après, vous pouvez croire au miracle et tout. Moi, je suis le premier à penser que le miracle existe. Mais l'histoire nous enseigne qu'avant qu'il y ait un miracle, faut que ça sauce avant. Voilà. Et puis, on a une autre version du miracle. Peut-être que le miracle, aux yeux de Dieu, ça va être un gros reset. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Complètement. Avant que Moïse sépare les deux mers, il a fallu passer par des années d'esclavage, par Et les 10 plaies. Et par les plaies d'Égypte, complètement. Voilà, donc c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc ce message, il est parce que voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont de bonne foi et de bonne valeur, qui voudraient aller mourir dans la bataille. Le but, c'est pas de gagner les batailles, le but, c'est de gagner la guerre. Donc, quand vous êtes une force vive qui peut s'entendre... Parce que le combat, dans le fond, il est spirituel. Là, on s'égare vraiment, les gars. Et le combat, il est spirituel. Ça veut dire que des fois, en n'allant pas faire quelque chose, vous ne faites pas la même chose que vos aïeuls, vous n'animez pas votre sentiment de justice. Donc, en n'allant pas vous battre, et en ayant la conscience, si vous n'êtes pas conscient, ça vaut que dalle. Mais si vous avez la conscience de ne pas faire quelque chose que vous feriez par votre nature d'injustice ou de sacrifice ou de combat politique ou de violence, et de rester chez vous, c'est-à-dire vous avez dit non à vos ancêtres, vous avez dit non en fait à la fréquence négative en restant chez vous. Évidemment, si vous n'avez pas conscience, tout ce que je dis s'annule, évidemment. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, vous avez gagné le combat contre le diable. C'est-à-dire que vous avez promu beaucoup plus dans l'invisible de lumière que d'obscurité si vous étiez allé au combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entité, si je puis dire, mondiale, qui est l'humanité, vous venez d'envoyer dans l'invisible infiniment plus de lumière alors que vous alliez produire de l'obscurité. Et donc, on est vainqueur. Le compteur invisible. Voilà, c'est vrai, je n'ai pas fait exprès d'y revenir. Et donc, le compteur invisible a grandi. Parce qu'avant, vous étiez animé par l'énergie de vos ancêtres, ou l'énergie de votre injustice, ou l'énergie de votre souffrance, ou l'énergie de votre trauma, ou l'énergie de la guerre qu'il y a chez vos aïeuls, par exemple. Mais ça, ce que je vous dis, est le résultat de plusieurs années de connaissances, si vous voulez. Donc, allez voir du point de vue de l'épigénétique, regardez-vous quelques reportages pour comprendre pourquoi je me permets de dire ça aujourd'hui. Et je rappelle que moi, personnellement, j'ai passé plusieurs années dessus et que je ne le dis pas par croyance ou par facilité. Voilà. Et du coup, le discernement de ne pas laisser son sentiment d'injustice, comment te dire, te faire oublier le contexte. Parce que, comme tu dis, on est dans une société, on est dans un certain système qui fait qu'il y a un contexte. Et ne pas avoir le discernement de prendre en compte ce contexte, quelque part, c'est de la déconnexion. C'est tout à fait ce que je voulais dire. C'est tout à fait ça. Parce que le problème, c'est qu'on
le monde change et les paradigmes changent. Et donc le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, comme soit ils étudient des livres, soit ils regardent ses ancêtres et ça en inspire, ils ont raison. Le problème, c'est qu'il faut contextualiser les choses. Et donc je trouve qu'il y a souvent un manque de considération pour le contexte actuel, qui est très spécifique et qui n'a jamais été connu. Boire et manger, privé d'être boire et manger localement, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité référencée. Donc à partir de là, on a créé la société la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Parce que si de même, vous l'avez vu avec les grèves pétrolières et tout, vous avez un défaut de la chaîne, eh ben, on est d'une fragilité déconcertante. Plus aucun robinet ne coule, les gens seraient en panique, la terre, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a que des graines F1, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, les graines que vous trouvez très majoritairement dans le commerce sont des graines qui ne sont pas reproductibles. Donc quand vous plantez, quand vous semez, vous ne pouvez pas récupérer ces graines. Voilà. Et aujourd'hui, vous ne mangez que des choses qui sont hybridées aussi. Donc avant, c'était l'équilibre biologique qui faisait la production. Le problème, c'est qu'on l'a décalé complètement parce qu'on a utilisé des produits phytosanitaires. Donc même l'équilibre, si demain nous devons reproduire de manière historique et pas de manière qu'on appelle conventionnelle, c'est-à-dire avec produits phytosanitaires, tracteurs, charruage, voilà, et ben ça serait très compliqué parce que vous aurez tous les entrants en termes de maladies, parce que l'équilibre n'est plus le même que celui qu'on avait il y a 50 ans, qui serait chahuté. Voilà. Et donc ça crée une société qui est très dangereuse et très tributaire de son mode de fonctionnement, de son économie, de sa technologie et de ses transports. Voilà. En gros, la meilleure façon de changer le monde, c'est de changer soi-même. Oui, ouais, en fait, tout ça pour ça. J'ai presque envie de dire la seule façon. C'est la seule façon, ouais, tout à fait, mais il faut expliquer pourquoi. Mais Michael a vraiment raison, parce qu'il vient de tout résumer. Parce qu'en fait, ce qui se passe si vous faites ce que dit Michael, en fait, dans l'invisible, vous allez produire infiniment plus de positif que de ce que vous allez produire dans ce que vous croyez être le réel du combat. Et en fait, en vous abstenant à combattre niaisement dans un combat qui est vain, parce que les forces en présence, il n'est pas l'heure que d'intervenir, vous allez produire plus de négatifs que de positifs. Et donc, dans l'invisible, vous allez entretenir en fait la négativité qui empêchera en fait la lumière de venir voilà, dans l'absolu. Super. Je crois qu'ils ont eu un podcast d'enfants, d'adultes, de il y a seniors. tout eu. Alors, on espère que ça va bien rendre. Merci à tous de nous avoir suivis, les copains. Pensez à liker, commenter. Merci à vous trois de votre présence. C'est le premier podcast avec ce matériel. On espère que ça va être tout autre parce que c'était compliqué de vous offrir une qualité élevée en étant à plusieurs. Donc là, on espère vraiment qu'elle va être au rendez-vous. Et merci à vous tous de suivre la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. N'hésitez pas à faire des suggestions, recommander la chaîne, s'il vous plaît, les amis. Et si vous avez des gens qui des physiciens ou j'en sais rien dans votre entourage ou des choses un peu spécifiques ou discuter ensemble pour être intéressant, nous serions largement preneurs, ou même certaines chaînes qui seraient mécanique de la vie compatible serait rare, mais sait-on jamais. Ça sera avec plaisir. Voilà. Merci encore à vous trois de votre présence. C'était sympa. On espère que les conneries d'avoir appuyé sur les boutons, ça va pas faire un truc trop sale, mais normalement ça devrait aller. Et merci encore à vous tous de nous suivre. À très bientôt sur la mécanique de la vie. Allez, petite bande-annonce. T'as envie de rejoindre l'équipe des mécanos, d'échanger, d'apporter ta pierre à l'édifice ou juste d'aller plus loin? Patreon Mécanique de la Vie. C'est une application pour la création de contenu, c'est gratuit, ouvert et dessus il y a plein d'autres mécanos. Et si en plus tu veux nous soutenir, il y a des abonnements avec des outils et du contenu exclusif. Si tu préfères nous parler directement, on peut discuter en vocaux. Si ta question est courte, évidemment c'est offert. Échanger plus longuement c'est possible et c'est 1 € la minute. Suis-nous et écris-nous sur Instagram ou sinon sur mécaniquedelavie.com. Cet épisode est aussi disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et bien d'autres plateformes. Merci de votre soutien et à bientôt les mécanos sur Mécanique de la Vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. À bientôt les gars.